Mesdames et messieurs, bonsoir. La maladie à coronavirus Covid-19, nouvelle pandémie qui sévit actuellement sur toute la planète, a occasionné de graves crises économiques. Face à cette tragédie, des stratégies de lutte sont mises en place dans chaque pays. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste grâce aux mesures et précautions édictées par le gouvernement. La CNPS, conformément aux mesures économiques, sociales et humanitaires prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, a mis en place des mesures d'accompagnement. Objectif de ces mesures, faciliter la vie à ses assurés et partenaires sociaux. Pour en savoir plus, la CNPS à votre service reçoit pour vous aujourd'hui M. Boni Konan-Claude. Il est le directeur du recouvrement de la CNPS. Avec lui, nous parlerons des mesures prises à l'endroit des employeurs. Mais avant de recevoir M. Boni, recevons M. Kéan Yves, chef de département à la direction des prestations. Avec lui, nous parlerons des prestations fournies dans cette période de crise. Bonsoir M. Kéan. Bonsoir madame. Alors, est-ce que nous pouvons avoir un bref aperçu sur le rôle de la direction des prestations de la CNPS? C'est la direction qui a pour rôle de mettre en œuvre la politique de la CNPS en matière de prestations sociales. Et à ce titre, elle s'assure que tout ce qui est servi comme prestation, aussi bien aux assurés qu'à leurs endroits, sont payés aux bonnes personnes, à bonne date, à travers les actions réalisées par le réseau d'agences de prévention sociale de la CNPS. Monsieur Kéan, la CNPS vit malheureusement au rythme de la pandémie de la maladie à coronavirus. Comment la direction des prestations de la CNPS s'est-elle adaptée pour rester toujours au service des assurés sociaux? Il est bon de savoir que la direction générale de la CNPS a pris des mesures pour accompagner aussi bien les employeurs que les assurés sociaux à travers le service ininterrompu de ces prestations. Les pensions de retraite seront toujours payées mensuellement et à bonne date. Idem aussi pour les rentes des accidentés, les études journalières à payer aux femmes en couche et toutes les prestations asservies à nos différents bénéficiaires. Et cela de manière ininterrompue avec les mêmes canaux de paiement que par le passé. Merci M. Kéan. On a entendu parler des nouvelles dispositions.
C'est la direction qui a pour rôle de mettre en œuvre la politique de la CNPS en matière de prestation sociale. Et à ce titre, elle s'assure que tout ce qui est servi comme prestation, aussi bien aux assurés qu'à leurs ayants droit, sont payés aux bonnes personnes, à bonne date, à travers les actions réalisées par le réseau d'agences de prévention sociale de la CNPS. Monsieur Keyan, la CNPS vit malheureusement au rythme. Tu peux mettre ta vidéo, c'est bon maintenant. Je peux mettre? Ouais, tu peux activer ta vidéo. OK. Allô? 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 Oui, allô? Oui, c'est bon? Allô? Allô? Comment on veut le truc là? Le support là, que derrière. Allô? Oui, je suis là. OK? Ok, désolé pour ce contretemps. OK. Nous allons commencer tout à l'heure. Ok. C'est bon? Voilà, donc ça va? Oui, ça va. Ok, nous allons commencer dans 2 petites minutes, le temps de terminer. Si tu vas sur YouTube, tu peux faire ça. Allez sur YouTube, tu peux faire HLC. Non, mais tu n'es pas enregistré. Mais pas sur YouTube, peut-être, je sais pas, tu peux le dire. Sur YouTube, tu as le... Donc, la vidéo, il y a un problème. J'arrive à activer le son, mais la vidéo, elle ne... Allô, docteur Allô? D'accord. Oui, allô? Docteur Bentoumia, Oui. vous pouvez activer votre vidéo. Bon, désolé, Rikoma, donc je vais essayer de discuter, même si allez, bah, ciao. Oui, bonjour. Oui, vous pouvez activer votre vidéo. Je pense que c'est bon, vous pouvez l'activer. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Igor ou monsieur Arthur? C'est Arthur Gay et Igor, nous sommes là. Bonjour, monsieur Arthur. En fait, j'ai quelques problèmes techniques. Je n'arrive pas à ouvrir la caméra. Et donc, Ok. depuis j'essaie de vous joindre, mais il y a un problème avec mon Zoom, je pense. Et donc, du coup, j'arrive à vous entendre, mais je n'arrive pas à me connecter avec la caméra. Avec la caméra. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce qu'on doit continuer comme ça? Normalement, c'est juste à votre niveau, hein, parce que tout est bon ici. On vous a donné la main pour pouvoir… D'accord. C'est peut-être un souci. J'espère qu'il sera réglé d'un moment à l'autre. Donc, Je l'espère parce que, en fait, quand je clique sur démarrer la vidéo, Zoom ne peut pas détecter la caméra, en fait. est-ce que ce n'est pas un souci avec la caméra elle-même? Parce que moi, j'ai un ordinateur comme ça qui a du mal avec sa caméra et donc il ne peut pas se connecter. Je ne suis pas au courant de ça parce que je l'ai utilisé avant et ça fonctionnait. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, ça bloque. OK. Donc, on va s'adapter. Je suis vraiment désolée pour ça, mais on va s'adapter. On va devoir s'adapter, voilà. Voilà, on va s'adapter. OK, voilà. Donc, je propose que nous démarrions. D'accord. Que nous démarrions. Donc, voilà. Donc soyez les bienvenus, chers participants, chers invités, à la 4e et dernière conférence de cette journée consacrée à la santé psychologique au travail. La thématique que nous allons aborder
La thématique que nous allons aborder, c'est maladies chroniques, accompagner le travail des personnes fragiles. Voilà, donc c'est cette conférence que nous allons tout à l'heure présenter. Et cette conférence sera conduite et présentée par deux médecins, deux spécialistes de la question. Mais c'est très bien parce que nous avons une personne qui est ivoirienne et une autre qui est tunisienne. Et donc, sans plus tarder, je vais demander à chacune des personnes de se présenter. Mais peut-être commencer par Dr Ben Toumia. Voilà, donc désolé également, chers téléspectateurs, parce que voilà, elle a un souci avec sa vidéo, donc vous n'aurez pas certainement l'occasion de la voir. Mais si vous allez sur la plateforme, vous avez sa photo. Donc, juste établir un lien entre cette photo et celle qui intervient maintenant. Voilà, Dr Ben Toumia, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos chers invités et spectateurs? Oui, bonjour Monsieur Arthur, bonjour Monsieur Igor et bonjour à tous les spectateurs. Et je m'excuse encore une fois pour mon absence en fait physique, uniquement physique. Voilà, mais je suis corps et âme ici avec vous, voilà. Okay. Donc, c'est dû à un problème technique. Donc, sinon, je me présente, je suis médecin inspecteur de travail et je suis actuellement médecin de travail à l'hôpital Mounjislim à la Marsa. C'est un hôpital qui est situé au centre de Tunis. Et donc, je travaille au sein de cet hôpital en tant que médecin de travail pour le personnel hospitalier. Ok, voilà. Donc, voilà. Je suis, par la même occasion, donc, je suis aussi praticien en hypnose, qui est formé chez Synapse aussi. Donc, ça, c'est un plus que je tiens à signaler parce que ça nous aide énormément dans notre activité professionnelle. Voilà. Ok, donc vous êtes praticien hypnose également. Ouais. Okay. Merci beaucoup à vous, docteur Toumia. Donc, peut-être avant de continuer, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vuvoie lors de cette conférence? Oui, sans problème. Ça me fait énormément plaisir. Oui. On se tutoie ou on se vouvoie? On se tutoie, je préfère. On se tutoie, c'est bon? Oui. Voilà, ok. Donc, voilà. Merci à toi, Dr Ben Toumia. Et donc, nous allons passer maintenant la parole à Dr Igor Anegra. Est-ce que tu pourrais te présenter? Merci, Arthur. Je suis Dr Anegra, Prince Igor, je suis médecin et je suis responsable du centre médical de prévention, donc pour la commission d'accompagner les entreprises. Donc, nous sommes un pool de médecins de plusieurs spécialités, médecins de travail, médecins généralistes, et diabétos et autres. Donc, on accompagne les entreprises sur la politique de santé, notamment en santé suite au travail, en mutuelle de santé, en accompagnement, médecin conseil. Vraiment, c'est tout un pool d'activités que nous offrons aux entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites. Donc, nous avons aujourd'hui au moins 20 années dans notre expérience, dans notre pratique quotidienne. Voilà. Donc, j'ai été très heureux de pouvoir participer à ce webinaire sur la maladie chronique. C'était un peu dur, j'étais rattrapé en dernière minute, mais je peux quand même répondre à cette Apparemment, c'est le cas de tout le monde ici. On s'est tous rattrapés au dernier moment. Voilà, mais nous savons compter sur votre expertise. Voilà, donc nous parlerons de santé au travail, mais particulièrement, nous allons aborder la question des maladies chroniques. La problématique, c'est comment accompagner le travail des personnes fragiles. Parce qu'il a été beaucoup question pendant cette crise, aussi bien en Tunisie, en Côte d'Ivoire qu'en Europe, des personnes à morbidité, des personnes qui étaient plus exposées à la COVID-19 que d'autres. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans une quasi-reprise des activités dans nos différents pays et il se pose la question de comment est-ce que ces personnes peuvent retrouver le chemin de l'emploi, comment est-ce qu'elles peuvent travailler tout en se protégeant, tout en tenant compte de leurs conditions particulières. Et je pense que mieux que quiconque, vous, médecins, pourriez nous orienter sur ce type d'accompagnement-là. Et donc, peut-être qu'on va demander dans un premier temps à Dr Ben Toumia de présenter. Donc, je vous propose de faire une présentation on va dire, de 15 minutes, comme ça vous êtes seulement 2 personnes, 10 à 15 minutes maximum. Et par la suite, quand on aura fait le
tour, on donnera la parole aux spectateurs qui pourront poser des questions. Voilà. Et n'hésitez pas également de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube où cette conférence est également diffusée. Vous pourriez également la partager à autant de personnes que faire se peut. Docteur Bentoumia, est-ce que tu souhaites commencer? La galanterie. Oui, oui, avec plaisir. Donc, donc tu peux partager ton écran à tout moment. Oui. Bon, si je peux, je le ferai immédiatement. Malheureusement, c'est un problème de technique. Mais donc, je vais vous parler un peu de mon expérience en tant que médecin de travail au sein de cet hôpital. Je suis par la même occasion médecin inspecteur, donc j'ai une idée sur ce qui se passe un peu dans les entreprises. Mais mon expérience est principalement au niveau hospitalier. Et donc, ce qui s'est passé en Tunisie et comme partout dans le monde, on a dû faire face à cette nouvelle variable qui est le Covid-19 à partir pratiquement du mois de février. Nous avons eu le premier cas en Tunisie, en fait, le premier cas de coronavirus en Tunisie le 2 mars 2020, en fait. Mais bien avant, on était bien informés de ce qui se passait dans le monde et tout le monde suivait de près les nouvelles recommandations de l'OMS et l'état d'alerte mondial. Voilà. Et au sein de l'hôpital, ce qui se passait, comme vous savez, donc c'est un environnement de travail qui est très spécial. Le personnel est souvent en première ligne face aux risques infectieux de façon générale et en particulier face au risque de Covid-19. Et donc, bien sûr, l'état de stress, il a évolué rapidement, en fait. Donc, on a dû faire face à cette situation d'urgence. Et heureusement, ce qui s'est passé, c'est que à partir du mois de février, fin février, début mars, il y a eu une cellule de crise au sein de l'hôpital. Donc, il s'est formé une cellule de crise. Il y avait tous les chefs de service, donc des services hospitaliers de l'hôpital. Et on a établi une politique, en fait. Vous m'entendez? Parce que l'image… Oui, voilà. On a établi donc une politique de prévention, voilà, qui était axée sur plusieurs volets. En particulier, le premier volet, c'était bien sûr l'information et la sensibilisation. Et donc, nous, en tant que service de médecine de travail, on a dû travailler énormément sur l'information du personnel et la sensibilisation par rapport à cette nouvelle variable qu'on connaissait très peu. On avait peu de données qui nous parvenaient des études réalisées principalement en Chine, un peu plus en Europe, un peu moins, pardon, en Europe, parce qu'il commençait déjà à avoir quelques cas en Europe, mais c'était pas encore, ils n'avaient pas encore suffisamment de recul pour pouvoir évaluer la situation ou donner des recommandations suffisantes. Et donc, on a dû suivre ce qui existait dans la littérature, les études réalisées principalement par les Chinois, pour établir un plan de prévention au sein de l'hôpital. Et donc, on a travaillé sur la sensibilisation du personnel, on a expliqué ce que c'est que le Covid, on a organisé plusieurs séances par groupe, bien sûr, qui étaient, et ça se faisait principalement par des webinaires aussi, parce qu'on essayait d'éviter des rassemblements. Et donc, on faisait ou bien des réunions par petits groupes, ou bien qu'on diffusait des documents de sensibilisation pour tout le personnel. Voilà. Ça, c'était au début, en fait. Au tout début de l'épidémie, on a travaillé principalement sur l'information et la sensibilisation. Après, avec l'évolution de la situation, et bien sûr, on a commencé à avoir les premières études provenant de la Chine qui disaient que le Covid-19 était particulièrement virulent et plus grave pour les personnes qui étaient plus vulnérables et fragiles. Et on a donc établi, à partir du mois d'avril, une liste des critères d'inaptitude au travail, en fait, pour notre personnel. Donc, on a établi une liste des maladies chroniques qui étaient considérées comme un facteur de vulnérabilité pour le personnel. Et donc, cette liste nous a permis de revoir tous les dossiers du personnel
Donc, comme tout le personnel était répertorié au service de médecine de travail, ils avaient tous des dossiers médicaux, on avait toutes les pathologies qui étaient on avait tous les antécédents du personnel dans leur dossier. Et donc, on a revu tous les dossiers et on a décidé, en fait, en collaboration, bien sûr, et en concertation avec notre cellule de crise au sein de l'hôpital, d'aménager certains postes de travail en fonction, bien sûr, du niveau d'exposition au risque Covid et en fonction de l'état de santé de la personne. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire à partir du mois de février. Et donc, on a établi la liste qui comportait les maladies chroniques qui sont connues comme facteurs de vulnérabilité pour le Covid-19. Et comme vous le savez, docteur, donc je pense que actuellement, les listes sont pratiquement les mêmes partout dans le monde. C'est principalement les pathologies cardiovasculaires, les pathologies respiratoires chroniques, les immunodéprimés, donc les personnes qui sont atteintes de maladies cancéreuses ou sous chimiothérapie, certaines pathologies aussi hématologiques, certaines maladies de système qui étaient aussi sous traitement immunosuppresseur. Et donc, tous ces cas-là, tous ces patients-là étaient considérés comme des gens à haut risque de développer des cas sévères de Covid. Et donc, suite à cette revue des dossiers médicaux, on a dû établir une liste du personnel considéré comme étant vulnérable et on les a contactés pour leur permettre donc de bénéficier ou bien d'un aménagement de poste ou d'une éviction totale du travail si leur poste les exposait réellement au risque Covid-19. Voilà. Et heureusement que juste après, au début du mois de mai, on a eu un décret gouvernemental qui nous a donc soutenu à ce niveau-là. Et donc, le gouvernement en lui-même, il a émis un décret qui permettait donc aux personnes les plus vulnérables d'avoir des évictions de travail pendant une certaine période pour préserver leur santé et pour éviter le risque de développer des cas sévères, en fait. Voilà. Donc, nous, en tant que service de médecine de travail, on a, en plus de ça, donc en plus du volet sensibilisation et de la revue de tous les dossiers, de la réadaptation des postes en fonction de l'état de santé du personnel, on a aussi mis en place un numéro vert, en fait, et c'était en collaboration avec le service de psychiatrie. Et ce numéro vert servait principalement à recevoir tous les appels du personnel qui étaient en détresse ou qui présentaient des signes de vulnérabilité autres que les cas classiques en fait de vulnérabilité, de pathologie chronique ou de pathologie déjà listée et connue. Donc, pour le personnel qui présentait des crises d'angoisse, qui était fragile sur le plan psychologique. Donc, tout ce personnel-là pouvait nous contacter sur une ligne verte et on avait des psychologues, on avait des psychiatres de notre hôpital qui étaient là à l'écoute et ils ont pu accompagner notre personnel en fait tout au long de la période Covid. Voilà. Donc, ça, c'était pendant la période vraiment de pic Covid-19. Et donc, c'était pendant la période du mois de mars, avril, mai et pratiquement à partir du mois de juin, on a eu une régression importante des cas en Tunisie et les choses se sont un peu calmées. Voilà. Et à partir du mois de juin, on a eu donc une reprise progressive de l'activité au sein de l'hôpital. Donc, et le personnel qui était mis au repos ou qui ont bénéficié d'aménagement de poste au sein de l'hôpital ont pu reprendre progressivement leur poste, bien sûr, au moyen d'un respect et d'une bonne observance des mesures de protection en fait, qui ont été mises en place. Donc, les mesures de protection connues et donc, sur lesquelles ils ont été formés et sensibilisés. Donc, c'était principalement le port des équipements de protection individuelle,
le masque, la visière, le masque respiratoire, bien sûr, la visière, les gants pour les postes les plus exposés, voilà, la distanciation sociale qui était très importante. Et ça a été accompagné aussi par des mesures très draconiennes à l'entrée des patients, en fait. Il y a eu une sélection importante à l'entrée des patients, donc à la reprise des consultations. Il y avait un tri à l'entrée de l'hôpital et un deuxième tri à l'entrée de chaque consultation et un tri à l'hospitalisation. Donc, il y avait plusieurs niveaux de tri au sein de l'hôpital qui permettaient en fait de réduire le risque d'exposition du personnel au mieux possible, en fait. Voilà. Voilà, grosso modo. Donc, ça, c'est les grandes lignes, en fait, de ce qui a été réalisé. Après, si vous avez des questions, bien sûr, j'aimerais Non, peut-être que si vous avez que terminé… vous soyez interactif. Oui. Non, en fait, si tu as terminé, on pourra peut-être passer la parole à Dr Igor et ensuite les questions vont venir, quoi. Ça, c'est juste un exposé qu'on souhaite avoir. C'est bon pour toi? Tu as fini ou tu souhaites continuer? Bon, maintenant, actuellement, avec la reprise de l'activité, on reste très prudent, bien sûr, par rapport à ces personnes qui ont une certaine vulnérabilité et qui sont plus susceptibles, plus à risque de développer des formes graves de Covid-19. Donc, on a réévalué le risque. Actuellement, en Tunisie, le virus, il est de plus en plus, il est toujours contagieux, mais de moins en moins virulent. D'accord? Mais pour les personnes les plus vulnérables, on reste toujours prudent. Il y a un accompagnement en continu des personnes fragiles. On travaille toujours sur l'éviction des circuits Covid. Donc, ces personnes-là ne sont jamais exposées au circuit Covid. Ils travaillent dans des services, ils travaillent dans des postes qui sont à l'écart des circuits Covid. Et donc, ça leur permet en fait de respecter la distanciation sociale par rapport au cas suspect Covid, en fait. Voilà. OK. OK, c'est bon? Oui, pour le moment, oui. Pour le moment. Très bien. En tout cas, merci à toi, Dr Bentoumia. Oui. Je vais passer la parole à Dr Igor Anigra, qui va faire son exposé également. 10-15 minutes max. Donc, tu peux partager voilà, ton support. Est-ce que tu peux activer ton micro? Voilà. Peut-être le mettre en mode diapo. Là, nous sommes à la dernière slide. OK. Dr Igor? Allô? Allô? Est-ce qu'il m'entend, Dr Igor? Dr Anigra? OK, parfait. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Oui, on a quelque chose, c'est fait exprès, qui cache les chiffres. Ah oui, j'ai les chiffres là, oui. Non, en fait, on a un truc qui cache les chiffres là. Oui, c'est ce que je vais chercher à enlever. C'est… Voilà. C'est bon? C'est bon maintenant. Voilà, OK. Alors, merci. Alors, pour moi, vraiment, je prends un peu une autre démarche assez particulière. Et donc, dans ma démarche, en fait, aujourd'hui, j'essaie de répondre à
la thématique, aujourd'hui, maladie chronique, accompagner le travail des personnes fragiles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le mois de février, nous avons connu l'avènement de la COVID, mais nous avons fait un constat. Nous avons fait un constat, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont eu beaucoup de difficultés pour accompagner les travailleurs. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, comme on l'a dit bien après, on a fait le constat qu'aujourd'hui, les travailleurs qui étaient exposés aux maladies chroniques étaient plus vulnérables à la maladie Covid. Or, malheureusement, dans nos pratiques aujourd'hui, le dépistage de ces maladies chroniques n'était pas trop dans nos habitudes. Cela fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, les entreprises avaient des difficultés pour retrouver ces maladies chroniques-là. Alors moi, j'essaie de reprendre un peu ici ma démarche pour amener, parce que je veux te montrer comment nous sommes amenés à dépister ces maladies chroniques. Et ça nous a permis après de pouvoir organiser, pour certaines entreprises, nous a permis de pouvoir organiser la prise en charge de ces personnes chroniques. Est-ce que je ne me vois pas bien sur l'écran? Comment je fais là? Je vois que la diapositive, je peux continuer comme ça? Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon, on peut voir. Oui. OK, vous voyez? Voilà. Oui, bon. Voilà. Ça veut dire qu'à l'origine, d'abord, dans les entreprises, là, nous sommes déjà confrontés à un véritable problème d'absentéisme concernant les maladies chroniques. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs qui n'ont pas véritablement de diagnostic sont toujours à la recherche de constatation, sont toujours en arrêt maladie, avec des invalidités, ils sont souvent mis en travail à mi-temps. Et tout cela crée un problème d'absentéisme du travail. Parce que les maladies chroniques en tant que telles, qui sont les maladies chroniques transmissibles et non transmissibles, sont généralement pas dépistées. On a aussi les maladies infectieuses, les maladies héréditaires, les handicaps moteurs, les surdité, les troubles visuels. Et toutes ces affections-là ne sont pas dépistées et entraînent un présentéisme sur le lieu de travail. Alors, donc, j'ai montré aussi un peu ces différentes maladies chroniques non transmissibles qui sont l'hypertension artérielle, le cancer, l'asthme, le diabète. Et comme maladie infectieuse, on a l'infection à VIH-Sida, il y a les hépatites, et il y a aussi la COVID qui est venue se mettre dans ce lot de maladies infectieuses. À côté de cela aussi, nous avons eu aussi des cas de, comme j'ai dit tout à l'heure, de stress, de surdité et de grossesse. Donc, il était question aujourd'hui pour les entreprises de savoir qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ces travailleurs qui vivent avec toutes ces affections-là. Pour montrer un peu le pourquoi ces affections, ces maladies chroniques-là sont aujourd'hui l'objet de dépistage de l'entreprise. Il a montré, comme vous le voyez ici, que les différentes prévalences de ces maladies chroniques-là, en moyenne, on avait 25% dans nos entreprises en Côte d'Ivoire, 7% pour le diabète, 12% pour l'hépatite B, l'hépatite C 3%, l'asthme 8%, la drépanocytose 12% et le VIH 3%. Pour montrer qu'aujourd'hui, dans nos entreprises-là, on avait de grosses populations, c'est-à-dire les entreprises de 100 personnes, on avait pratiquement 110 personnes qui avaient des affections chroniques. Donc, on a réussi à démontrer aux chefs d'entreprise qu'il fallait vraiment avoir une politique de renforcement de ce dépistage des maladies chroniques sur le travail. On a comparé à d'autres entreprises avec 1000 employés. Vous voyez qu'on se retrouve avec 700 pratiquement personnes qui ont des maladies chroniques, tout en sachant qu'il y a des travailleurs qui ont au moins 2 ou 3 affections chroniques. Alors, on a aussi montré aux différents chefs d'entreprise dans nos démarches que voilà les méthodes qu'on utilisait pour pouvoir dépister ces maladies chroniques. On avait 3 approches. L'approche primaire, c'était de faire des examens cliniques et de faire des examens cliniques avec le médecin, les infirmiers, pour rechercher ces affections chroniques. Sur le plan paraclinique, on a beaucoup utilisé les examens de sang, la radiographie pulmonaire et les scanners. Et plus spécifiquement, dans nos cas de COVID-19, on a fait beaucoup de dépistages scanners. Il y a eu beaucoup de discussions avec les infectiologues qui n'étaient pas trop pour ces dépistages de scanners pour rechercher les maladies chroniques. On a aussi, dans nos démarches, utilisé des tests à audiogramme, des tests visuels, des tests respiratoires, des tests d'allergie. Alors, dans notre démarche aussi de dépistage de ces maladies chroniques, nous avons beaucoup utilisé aussi les enquêtes et les sondages. Parce qu'à partir des enquêtes et des sondages, on a quand même essayé d'évaluer les facteurs de risque sur tous ces travailleurs-là. Ces facteurs de risque, notamment personnels et familiaux. Et aussi les habitudes de vie. Donc, voilà les méthodes qu'on a utilisées chez nous en général pour pouvoir
et Conatus, en général pour pouvoir mettre en place une technique de prévention primaire devant les maladies chroniques. Deuxième approche que nous avons aussi en matière de prévention secondaire, c'est la prise en charge. Aujourd'hui, par exemple, dans nos entreprises, nous avons essayé d'évaluer au moins, orienter tous les travailleurs vers les différentes médecines et spécialités pour organiser la prise en charge. Nous avons aussi mis en place une politique de surveillance avec des contrôles périodiques chez ces personnes à maladie chronique. Et nous organisons régulièrement la sensibilisation chez ces personnes-là qui vivent avec des maladies chroniques. Nous avons mis en place aussi une politique d'éducation thérapeutique pour pouvoir aider ces malades qui ont des maladies chroniques à vraiment prendre correctement leurs différentes médications. Sur le plan tertiaire, nous avons pensé aujourd'hui à faire une réadaptation au niveau des postes de travail. Donc, tous les travailleurs, notamment, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à mettre certaines personnes en télétravail. Donc, tous les travailleurs qui avaient des affections chroniques, on a aménagé aussi les horaires de travail. On a eu à faire aussi des accompagnements psychologiques, ces personnes chroniques. Et aujourd'hui, on a eu à mettre en place, offrir des EPI chez ces personnes-là et mettre en place aussi une politique de distanciation sur le lieu de travail. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons mis en place une politique de prévention des maladies chroniques chez ces travailleurs-là pour pouvoir prévenir leur réinsertion sur le lieu de travail. Voilà un peu, je vais dire sommairement les petites approches que nous avons sur le travail devant nos cas de maladies chroniques. Deuxièmement, ce que je dis, c'est important. Je vous ramène un peu ces statistiques-là qui sont beaucoup parlantes pour nous. Voilà un peu des statistiques que nous avons menées dans le mois de février. Tout à l'heure, je parlais d'hypertension artérielle. On a comparé les travailleurs qui sont stressés et ceux qui ne sont pas stressés. Vous voyez un peu l'hypertension artérielle. On avait pratiquement un travailleur sur 3. On avait des personnes diabétiques. On avait pratiquement une moyenne de 7% de diabétiques. On avait des personnes en surpoids. On avait aussi des travailleurs. On a évalué le risque même AVC chez ces travailleurs-là. Vous avez vu les tendances. On a pratiquement des travailleurs qui ont pratiquement 4 facteurs de risque étaient autour de 91%, quand ils étaient en niveau de stress élevé. On avait ceux qui étaient entre 4 et 7 facteurs de risque, étaient pratiquement entre 11% et 6%. Et pour montrer qu'aujourd'hui, à partir des données, à partir des indicateurs de santé, on a pu pouvoir retrouver tous les facteurs qui étaient exposés à risque. Et c'est comme ça qu'on a pu pouvoir mettre en place des politiques de prévention de santé sur ce travail-là. Donc, voici la méthode que nous avons utilisée. Notre méthode qui est simplement, comme je dis, de démarche, d'identification, d'évaluation et de dépistage des malades chroniques pour pouvoir mieux organiser leur prise en charge. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci. C'était juste ma petite intervention, les petits stats que vous avez présentés, et en attendant qu'on puisse vraiment échanger sur aux différentes questions qu'on pourrait nous poser. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi, Dr Anigra. Tu pourrais peut-être... Je ne peux pas revenir sur Vous me voyez? Oui. C'est bon. OK. Docteur Bentoumia, c'est bon pour toi? Je crois qu'elle a quelques soucis pour se connecter. Oui, on a des problèmes pour se connecter. Oh là là. OK. Voilà. C'est bon? Oui. Ouais. Okay. Parce que là, j'ai vu que tu es connecté par 2 fois. Oui, je suis connectée. En fait, je me connecte par mon téléphone portable. Comme ça, au moins, vous aurez l'image. C'est pour ça. C'est juste par rapport que vous ne soyez pas gênés par l'absence d'image. C'est tout. OK, il n'y a pas de souci. C'est bon. Donc, il y a déjà quelques questions. Il y a une question qui s'adresse à Dr Bentoumia. Je crois qu'elle provient de Koné, qui dit: est-ce qu'avec la création de la cellule de crise dans votre structure de santé, quelle était d'abord sa composition et est-ce que cette structure s'est substituée au comité d'hygiène, santé, sécurité au travail? Oui, donc je vais répondre à cette question. Donc, en fait, pour être
Claire, en fait, on a créé cette cellule de crise qui était composée, qui avait une composition différente de celle du comité de santé et d'hygiène, en fait, de l'hôpital. Elle était formée de tous les chefs de service. Donc, tous les chefs de service faisaient partie de la cellule de crise. Il y avait le responsable ressources humaines, il y avait un responsable du service hygiène et le responsable sécurité de l'hôpital, bien sûr, un représentant des travailleurs et surtout, il y avait 2 spécialistes en maladies infectieuses et un médecin des services des urgences qui était en fait, qui avait pris la responsabilité de faire tout ce qui est prélèvement PCR, pour les PCR en fait, pour le dépistage des cas Covid. Et donc, cette cellule de crise, ce qui la différenciait en fait du comité, de l'ancien comité en fait de santé, c'est qu'il y avait toujours le service de médecine de travail aussi, mais ce qui la différenciait, c'est qu'il y avait tous les chefs de service des différents services de l'hôpital, parce que les décisions qui allaient être prises allaient devoir inclure tous les services. Donc, il fallait qu'il y ait tout le monde pour avoir l'accord et la participation et l'avis de tous les chefs de service. Et puis, bon, on ne peut pas dire qu'elle s'est substituée, mais elle a travaillé en fait en collaboration avec le comité d'hygiène et de sécurité. Et pratiquement, les membres du comité d'hygiène étaient présents dans la cellule de crise. Mais pendant la période Covid, c'était la cellule de crise qui prenait les décisions importantes, les décisions concernant les mesures de protection, les équipements, ce qu'il fallait faire, les circuits qu'il fallait installer pour éviter la contamination ou le risque de contamination pour le personnel. L'organisation du travail dans les services, c'était très important de réorganiser le travail dans tous les services pour réduire l'activité des consultations en fait classiques, des consultations. Donc il fallait réorganiser, redonner rendez-vous aux patients de façon plus progressive, de façon à ce qu'il n'y ait plus de surcharge au sein de l'hôpital et pour pouvoir gérer les consultations de façon qui soit sécuritaire pour le personnel. OK. Voilà. Okay. Oui. Docteur Igor, tu veux intervenir? Oui. Oui, je veux dire que concernant cette question-là, concernant le secret médical, effectivement, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cela parce que pour beaucoup d'entreprises, il était question, certaines entreprises souhaitaient que l'information soit divulguée, c'est-à-dire qu'on puisse donner qu'on puisse donner la liste, mais le nombre de travailleurs qui sont infectés par le Covid. D'autres entreprises n'ont pas voulu. Mais à notre avis, nous pensons en tant que médecins souvent que donner l'information n'est pas très utile parce que c'est donner l'information des personnes infectées en créerait une certaine psychose entreprise. Parce qu'on ne mesure jamais le niveau de peur, de psychose des travailleurs. Savoir qu'un collègue a eu le Covid qui vient d'arriver, c'est peut-être dangereux. Donc, dans beaucoup d'entreprises, on a conseillé de ne pas donner l'information. Parce qu'on a fait comprendre que depuis longtemps, on suit des affections aériennes, de contamination aérienne sur le travail. On a des cas de tuberculose, on a des cas d'autres affections où on a dû mettre des travailleurs en retrait pendant 2 mois et tout. Ça s'est géré de façon confidentielle, de façon très discrète. On a eu même à faire ce qu'on appelle le dépistage de comptage. C'est-à-dire que tous les travailleurs qui étaient dans la proximité de ce travailleur, de la personne infectée, ont été retirés, ont été dépistés. Et c'est comme ça qu'on a pu savoir que, bon, il n'y avait pas d'autres infections. Donc, en général, c'est des informations qui se passent entre le service médical et la RH. Il n'y a pas trop de communication là-dessus. Malheureusement, dans le cas de Covid, il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup de psychoses. Vous savez, les formations sont reparties par des parents, par des amis et sont revenues dans les entreprises. Et donc, pour nous, la notion de secret médical était vraiment un élément qui a été souvent déstabilisateur. Donc, par expérience, nous encourageons à vraiment être très prudents là-dessus dans le partage d'informations sur les cas de Covid dans l'entreprise. OK. Docteur Anigra, comme tu as la parole, j'ai une question de Thiam du Sénégal. Il demande d'éclairer sa lanterne sur la différence que tu fais au niveau des statistiques
entre le surpoids et l'obésité? Alors, le surpoids, un travailleur en surpoids, c'est un travailleur qui a un indice de masse corporelle qui est entre 25 et 30. Et celui qui a un indice de masse corporelle qui est supérieur à 30, il est en obésité. Voilà. Donc, le risque est encore plus patent que celui qui est en surpoids. Voilà. Mais ce qui est important, il faut toujours rapprocher l'indice de masse corporelle et le tour de taille pour voir vraiment la morbidité. Voilà. Parce que certaines personnes peuvent être en surpoids et avoir un tour de taille qui est dans les normes. Voilà. Donc, c'est important pour mieux prendre en compte le risque même de la morbidité. Là, il faut tenir compte du tour de taille et de l'indice de masse corporelle. Voilà. Donc, quelqu'un qui a un tour de taille supérieur à la normale avec une IMC supérieure à 30 et dans l'obésité, c'est des personnes à prendre en compte, à suivre de près. Voilà. Ok, donc une question pour vous deux. Est-ce que finalement la COVID-19, c'est un intervenant, M. Koné, est-ce que la COVID-19 ne pourra pas être mise dans le lot des maladies contagieuses qui dérogent au secret médical? Qui commence? En fait, bon, si vous voulez que je commence sans problème. Voilà. Pour répondre à cette question, je reviens un peu sur ce qu'a dit Dr Igor tout à l'heure concernant le contexte au sein de l'entreprise, en fait. Ce qui est un peu différent des structures sanitaires. Au sein des structures sanitaires, en fait, même le secret médical, il n'est même pas tout à fait médical puisque la nouvelle, elle se répand tellement rapidement, tout le monde le sait, et du coup, on n'a même pas besoin de dire qu'il y a tel cas ou tel cas. L'information, elle circule naturellement. Ça. Et donc, la question ne se pose pas par rapport au secret médical. Mais Dr Igor vient de dire que dans les entreprises, l'information a été traitée dans le service entre le service personnel et le service médical de l'entreprise. Et il y avait une certaine conservation du secret médical, une préservation du secret médical, mais je sais pas, je parle peut-être du contexte tunisien, mais généralement, ce genre d'informations, et puis il y a tellement de phobies actuellement, tellement de peur autour de ce phénomène de Covid-19 que dès qu'une personne s'absente déjà, dès qu'elle est mise en congé ou en retraite pendant une période bien déterminée, déjà, les questions commencent à se poser au sein de l'entreprise, il y a une certaine phobie qui s'installe, le personnel il vient poser la question, et ça, je le connais de par aussi mes activités en tant que médecin inspecteur de travail. Donc, j'inspecte aussi les entreprises. Et je connais les problèmes en fait, des médecins au sein des entreprises, des médecins de travail. Et en fait, préserver le secret médical dans le cas en contexte du Covid en particulier est très difficile. Très, très difficile. Parce que il y a toute une suite d'actions qui, en fait, en Tunisie, par exemple, si on a un cas positif, on doit établir une enquête, on doit faire le contact tracing. Et le contact tracing, ça suppose donc de chercher toutes les personnes qui étaient en contact rapproché avec la personne qui est positive, qui est supposée être positive. Donc, le temps déjà de faire les analyses, on doit chercher toutes les personnes qui étaient en contact avec le cas suspect et bien sûr procéder à l'évitement ou à la mise au repos pendant une période, le temps d'avoir les résultats de la PCR et s'assurer que la personne en question n'est pas positive. Si la personne s'avère porteur du Covid-19, on est obligé là de pousser les investigations et donc de faire des prélèvements pour les personnes contacts. Et ça, dans le contexte des entreprises en particulier, ça pose un grand problème. Un grand problème parce que dans pas mal de cas, ça peut entraîner un arrêt de l'activité. Ce qui dérange énormément, bien sûr, et ce qui pose un problème économique très sérieux pour pas mal de pays actuellement, je pense. Et donc, voilà, si pour revenir sur la question du secret médical, dans le contexte hospitalier, la question ne se pose même pas parce que, en fait, tout le monde a l'information. C'est vrai qu'elle est communiquée entre médecins, mais dès que le médecin communique l'information au personnel médical, son chef de service, il est au courant, ses confrères, ils sont au courant,
et ses collègues en fait du service sont au courant et on est obligé de faire l'enquête et le contact tracing et donc le secret médical n'a pas lieu ici d'être. Voilà. Ok, merci beaucoup. Une autre question venant d'un participant. Quelle définition pouvez-vous donner à maladie chronique? C'est quoi une maladie chronique? Parce que là, c'est la thématique, mais pour les néophytes, ils veulent savoir c'est quoi une maladie chronique. Ok, merci. Alors, c'est important. Moi, je vous remercie pour cette thématique-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, un bon nombre de participants aujourd'hui sont des responsables ou bien gestionnaires des ressources humaines. Et je pense que moi, j'ai eu à parcourir le module de formation des RH et j'ai vu que cet aspect du capital humain n'a pas été bien pris en compte. Et je me dis qu'aujourd'hui, il est important pour moi que tous les RH comprennent cette notion de maladie chronique, comprennent un peu l'impact des maladies chroniques sur le travail. Parce que si un RH n'a pas bien compris l'impact des maladies chroniques, dans la gestion du capital humain d'entreprise, ça va être vraiment difficile. Alors, ces maladies chroniques, c'est quoi? Ces maladies, ce sont des affections qu'on dépiste chez des travailleurs où ils sont amenés à prendre un traitement pratiquement toute la vie. Toute la vie. Je prenais le cas d'hypertension artérielle, je prenais le cas de l'hépatite B qui ne se guérit pas, mais qui est sous surveillance. On a bien suivi le travail parce qu'il y a des réplications, il y a une variation du virus, donc il faut protéger le foie et tout, et ça dure longtemps. Il n'y a pas de traitement. À la différence de l'hépatite C, qui est un traitement. Il y a aussi des cas de VIH où les travailleurs sont sous antirétroviraux, donc ils les prennent pendant toute une vie, tout le temps qu'ils participaient sur le travail. Donc, une maladie chronique, c'est une infection où tous les mois, on prend son traitement, ou tous les trimestres, ou tous les semestres, on va voir son médecin spécialiste pour faire ses contrôles. C'est ça la maladie chronique, à la différence de la maladie aiguë, qui peut se traiter comme un paludisme en 3, 4, 5 jours, et puis travailler passe à autre chose. Voilà un peu cette notion de maladie chronique et maladie non chronique. Et il faudrait savoir que dans les maladies chroniques aussi, il y a des maladies chroniques qui sont transmissibles et il y a les maladies chroniques qui sont non transmissibles. Ça aussi, c'est important de savoir. Voilà. Exemple de maladie non transmissible, maladie chronique non transmissible. Alors, maladie chronique non transmissible, c'est ce que je vais citer. Hein. Je vais citer l'hypertension artérielle, je vais citer l'asthme, voilà ça. Hein, c'est une maladie cardiovasculaire et tout. Mais à côté de cela aussi, il y a un élément très important qui est vraiment occulté en Afrique, il faudrait qu'on en parle, c'est la drépanocytose. C'est le lot des maladies, je vais en parler rapidement, c'est les maladies héréditaires, hein, transgénérationnelles. Donc, vous avez par exemple en Afrique, on a pratiquement 12% en Côte d'Ivoire de personnes qui ont la drépanocytose. 12%, c'est énorme. Et quand on voit les aménagements aujourd'hui, heureusement, avant le Covid, on avait tendance à mettre des travailleurs dans des open space avec 50, 100 travailleurs, mais avec une climatisation centrale. Et quand on a un travailleur qui est en pleine crise, qui est SC, qui ne peut pas parler, parce que s'il en parle, d'abord les gens vont le stigmatiser. Donc il est obligé de souffrir sur le travail parce que la température ne peut pas la faire baisser. Vous voyez comment c'est important. Deuxièmement, en plus, ça peut être le travailleur, mais ça peut être aussi l'enfant parce qu'il a transmis à son fils. Donc, il peut avoir un enfant aussi qui est en crise de façon permanente dans le travail, au lieu d'abandonner son travail pour accompagner son fils au travail. Donc, c'est pour dire au moins, ce genre de maladie chronique doit être su, doit être bien perçu pour qu'il y ait une politique de prévention, d'accompagnement sur le travail, pour que le travail soit vraiment plus performant, qu'il soit mieux, qu'il soit moins en présentéisme. Voilà, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et c'est très important. Ok. Dr Bentoumia, ta définition de maladie chronique? Oui, donc la maladie chronique, c'est toute maladie qui nécessite un traitement au long cours. Comme vient de le signaler, de le préciser Dr Nicor, il y a des maladies qui nécessitent un traitement d'une semaine, 10 jours, des maladies infectieuses par exemple, telles qu'une angine, une bronchite, une infection, un abcès, tout type d'infection qui peuvent survenir et qui nécessitent un traitement à court terme
et il y a la guérison qui s'ensuit. Pour les maladies chroniques, c'est des maladies qui ne guérissent pas, c'est des maladies qui sont toujours là, qui sont présentes, en vie avec, mais qui nécessitent un traitement au long cours. Et donc, ça va nécessiter un traitement pendant une durée très prolongée. Souvent, c'est à vie. Comme par exemple les problèmes de la thyroïde, par exemple, le diabète insulinodépendant, l'HTA qui est souvent aussi nécessite un traitement à vie, les insuffisances cardiaques et tout type de maladies. Les maladies de système, par exemple, qui nécessitent, et là on revient sur les personnes vulnérables, donc les patients qui présentent des maladies de système sont souvent sous traitement immunosuppresseur au long cours. Et c'est généralement à vie. Et ce traitement, déjà, engendre une fragilité immunitaire, une fragilité qui fait qu'ils sont très, très susceptibles, très vulnérables face aux maladies infectieuses. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est des maladies qui… Donc, il y a peut-être 2 questions. Nous sommes à 5 minutes de la fin de cette conférence. Une des questions qui nous parvient, c'est finalement, qu'est-ce qui fait que la COVID est source de problèmes pour les personnes fragiles ou les personnes présentant des maladies chroniques? C'est quoi la relation finalement entre la COVID et les maladies chroniques? Déjà, comme vous avez entendu au niveau de la presse, je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle maladie qui est très bien connue par tout le monde dans la presse. Mais déjà, vivre avec une maladie chronique, avec tout ce qu'il y a comme conséquence, vous avez vu le cas de détresse respiratoire, où aujourd'hui l'appareil respiratoire est affecté. Vous connaissez bien le rôle de l'appareil respiratoire, vous connaissez le rôle de l'oxygénation de le corps. Si vous n'êtes pas bien oxygéné, c'est sûr que avec votre fragilité, avec votre maladie chronique, vous allez avoir très vite des problèmes de santé. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces personnes chroniques, on n'est pas trop dans les détails, parce que je pense qu'on n'est pas suivi par que des médecins, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui ont des différents appareils qui sont très affectés. Et comme le disait l'autre, sur le système cardiovasculaire, c'est quoi? C'est permettre au cœur de pouvoir pomper, d'envoyer le sang partout. Mais quand on envoie le sang, on envoie l'oxygène. Mais si déjà cette perfusion respiratoire vous entraîne déjà une certaine défaillance, mais c'est sûr que votre cœur ne pourra plus bien pomper pour distribuer le sang dans tout l'organisme et l'oxygène ne sera pas bien réparti et les conséquences en suivront. Voilà, c'est un peu ça les difficultés chez les personnes agressives. Ouais. OK. Docteur Bentoumia? En fait, d'après les dernières études, le Covid entraîne une sorte de défaillance viscérale, en fait. C'est-à-dire qu'il affaiblit les différents organes du corps. D'accord? Donc, si on affaiblit un organe qui est à la base en bonne santé, ça va l'affaiblir, mais ça ne va pas entraîner un tableau qui est très sévère ou qui est très grave pour le patient. Mais si on agit sur un organe qui est déjà défaillant à la base, comme un appareil respiratoire qui est déjà défaillant, qui est altéré, que ce soit par une pathologie respiratoire chronique telle que l'asthme, la BPCO, la bronchite, la bronchopneumopathie chronique obstructive, par exemple, ou toute autre pathologie respiratoire qui a déjà altéré le tissu ou le parenchyme pulmonaire, c'est clair que si on y rajoute quelque chose qui va entraîner une défaillance au niveau pulmonaire, les répercussions ne vont pas être les mêmes que sur des poumons qui sont sains. Pareil sur le système cardiovasculaire. Donc, ce virus, il agit sur tous les viscères, en fait, sur tous les organes. Il entraîne une sorte de défaillance. Et cette défaillance, en fait, elle est plus remarquable chez les personnes qui ont déjà des défaillances à la base, qui ont des organes qui sont déjà défaillants et qui sont en mauvais fonctionnement, principalement, bien sûr, le système cardiovasculaire et le système respiratoire, qui sont, bien sûr, les principaux organes touchés par le Covid. Dans les cas, bien sûr, les plus sévères et les plus graves, on a souvent des images radiologiques pulmonaires très importantes et très spécifiques, en fait, du Covid-19. Et actuellement, comme vous le savez, le scanner, en fait, pulmonaire, il est pratiquement très équivalent à la PCR. On peut, suite aux images scanographiques, déjà suspecter fortement
le Covid-19 avant même d'avoir les résultats d'une PCR. Voilà. Donc, bon, ce que je voulais dire aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que dans la maladie chronique, pour certaines personnes, elles sont à 2, 3, 4 médicaments par jour. Donc, le foie est déjà en hyperfonctionnement. Or, vous savez que la prise en charge médicamenteuse de la COVID, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 médicaments. Donc, tout cela sur le foie, ça fait beaucoup. Et ça fragilise encore la personne. Et en plus aussi, le rein aussi en souffre, parce qu'il faut éliminer aussi tous ces produits-là. Tous ces produits qui sont éliminés par voie urinaire. Donc, vous voyez comment on agresse l'organisme. C'est évident que les conséquences sont très, très désastreuses. Voilà, c'est là. Je vois une personne, Sifitech, qui a levé la main, qui souhaite poser une question. Je vous permets de parler. Voilà, j'essaie d'activer votre micro. Est-ce que vous souhaitez parler maintenant? Sifitech. Est-ce que vous souhaitez parler maintenant? Sinon, vous pouvez également écrire votre question par message. Voilà. OK, donc il y a Sarah qui pose une situation. Je lis, hein. Bonjour docteur, les migraines chroniques sont-elles reconnues comme maladie chronique et prises en compte par les RH? J'ai des migraines chroniques. Je suis sous un traitement que je dois prendre à vie. Malheureusement, au boulot, lorsque j'ai des crises de migraine, je suis obligé de faire semblant de bien aller car mes supérieurs m'ont reproché plusieurs fois le fait d'avoir des crises. Du coup, je souffre en silence, je déprime. Ça c'est un bon présentéisme, ça. Vous l'avez vu comme elle a décrit, c'est du présentéisme. Elle est au travail, mais sans être au travail. Ouais. Voilà. Et ils sont nombreux comme ça. Vous avez, je vais vous montrer des statistiques. Hein. C'est pour montrer un peu la tendance des personnes en présentéisme. Et le drame, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, chez nous, la couverture santé est faite de telle sorte qu'aujourd'hui, on a des tickets modérateurs. Et à force d'aller vers un diagnostic, aller en consultation, on va aller spécialiste, on perd les tickets modérateurs, l'épargne familiale même est réduite. Et donc, on n'a plus d'argent pour aller voir en consultation. Non, on est contraint de rester au travail. Voilà. On n'a plus d'argent, plus sorti. Et en plus, souvent, les assurances vous bloquent vos paramètres parce que vous êtes de gros consommateurs. Effectivement, ouais. Et donc, finalement, on souffre. On souffre, on est au travail, on est là. Et malheureusement, comme avec la mondialisation, on a tous les soucis. On parle de télétravail, on aura notre télétravail. On va rester 10 heures sur les écrans bleus. Avec tout ce qu'il y a comme conséquence sur notre vue. Vous imaginez un peu ce que ça va entraîner? Le lien entre les céphalées, les migraines et l'écran bleu de l'ordinateur ou même du portable qui ont un impact considérable sur notre vue. Voilà un peu le lien. Donc, ça va jouer sur le sommeil. Cette personne ne va pas beaucoup dormir. Moi, je pensais que cette personne devait pouvoir penser déjà à réorganiser sa vie, à faire du sport, à errer, à marcher. Ça va beaucoup l'aider par rapport à la migraine. Sinon, les migraines ne sont pas forcément intégrées dans le lot des maladies chroniques. Elle parle de migraine chronique. Plus pousser les investigations. Parce que des migraines simplement comme ça, avec traitement, je ne sais pas. Il faut voir peut-être plus pour l'hypertension artérielle, pousser le bilan, les investigations pour comprendre un peu plus quelle est la cause. Rechercher la cause, en fait. Donc, rechercher la cause des migraines chroniques, c'est ça. Voilà. Il y a une cause. Docteur Bentoumia. Oui, donc en Tunisie, c'est vrai que la migraine n'est pas reconnue en tant que maladie chronique par la sécurité sociale. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui est très handicapante et qui malheureusement n'est pas reconnue, mais qui pose énormément de problèmes pour la personne qui travaille et surtout qui travaille sur ordinateur ou qui, dans le poste de travail, nécessite des efforts importants de concentration. C'est vrai qu'elle va faire du présentéisme, comme l'a déjà signalé docteur Igor. Mais sinon, c'est vrai qu'il ne faut pas se contenter de dire que j'ai de la migraine. Il faut bien explorer sa migraine, il faut consulter chez un spécialiste en neurologie, faire toutes les explorations nécessaires. Et si toutes ces explorations s'avèrent négatives et qu'il n'y a aucune pathologie sous-jacente à la migraine,
C'est vrai qu'il y a des médicaments, des calmants qui apaisent un peu, mais ce n'est pas une solution. Moi, je lui suggère, par exemple, l'hypnose, c'est très efficace pour les... Ah ouais. Ah oui, ça, par expérience, on a pas mal de très bons résultats avec la migraine. En tout cas, ça espace énormément les crises et on a quand même une période de répit qui n'est pas mal. Voilà. Voilà. Et moi, je dirais qu'il y a d'autres solutions aussi. Hein, oui, il y a d'autres. Qu'elle pourrait avoir. Vous savez aussi, hein, ce que nous avons observé ces derniers temps, on travaille beaucoup là-dessus, c'est la gestion du talent et de la compétence. Vous avez beaucoup plus de travailleurs qui sont dans un milieu professionnel qui n'est pas le leur. Des personnes ont acquis un métier, un diplôme, elles font un métier, elles exercent une activité professionnelle qui n'est pas liée à leur talent. Donc, les personnes sont en souffrance. Et ça dure 5-10 ans. Au bout de 5-10 ans, on est en burn-out. Il faut changer de métier. Il faut regarder derrière. Il faut aller faire une analyse psychologique pour comprendre quel est le vrai talent de la personne. Et beaucoup de personnes, moi j'en ai guéri comme ça il n'y a pas longtemps. Une dame qui a resté pendant 10 ans en souffrance, en surpoids, en obésité, qui performait au travail, mais qui n'était pas dans son boulot, dans son talent. Et après le traitement, on l'a recasée, mais aux yeux, elle est heureuse, elle est épanouie, elle a retrouvé son talent. Et c'est ça. Donc beaucoup de personnes exercent une activité qui reflète le conflit entre le talent et la compétence. Et les conséquences, c'est un peu ce genre d'immigrants qu'on peut avoir. On est en souffrance, on est incompris. On ne comprend pas ce qu'on fait, mais on est incompris parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on fait. Okay. Il faut aérer l'esprit, il faut se détendre. Nous avons une dernière question avant votre mot de conclusion. C'est la question de Koné. Il dit, nous constatons ces derniers temps une baisse des cas de Covid-19 en Afrique en général. En tant que médecin, DES, de santé au travail, j'aimerais savoir, dans vos pratiques, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour le suivi du respect des mesures de prévention en entreprise? Voilà la question de notre cher ami Koné. Comment ça? Bon, moi je dirais qu'en matière c'est vraiment la sensibilisation au trans. Et ce que je déplore, et je l'ai plus ou moins un peu dit avant-hier, c'est qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir avoir des enquêtes. Je parlais de mes présentations d'enquêtes qui ne sont pas faites en entreprise en général. On doit pouvoir faire dans toute l'entreprise des enquêtes d'évaluation du niveau de connaissances, de compétences, de pratiques et d'attitudes. On devrait aujourd'hui évaluer les travailleurs pour savoir quelle est leur perception du Covid, quelle a été leur perception, quel a été leur comportement, pour comprendre comment ils se sont comportés et pour rectifier un peu ce tir-là. Nous, à notre niveau, on ne fait que faire de la sensibilisation. On sensibilise au maximum, on sensibilise. En disant, on fait un peu de police même. Attention, on est peu de masque, respecter un peu les distances et tout. On est vraiment à cheval là-dessus. Je pense que c'est que la sensibilisation qu'on peut mettre en exergue. Voilà ce que je dirais. C'est vrai, je l'ai dit la dernière fois, on avait un problème d'hygiène. C'est toujours un problème d'hygiène. Il faut qu'aujourd'hui, on légifère sur la prise en charge de l'hygiène sur le travail. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore conscient de cette notion d'hygiène en entreprise. Voilà ce que je pourrais dire. OK. Dr Bentoumia. Oui. Bon, par rapport au nombre de cas en Afrique, je ne sais pas ce qui se passe un peu ailleurs, mais ce que je sais, c'est que nous, en Tunisie, maintenant, on assiste à la deuxième vague, en fait. Et donc, on a une augmentation du nombre de cas, pas une diminution. Mais ce qui est très bien et ce qui est positif en ce moment, c'est qu'on a beaucoup de cas qui sont asymptomatiques. Donc, on fait beaucoup de PCR en ce moment, comme je vous l'ai dit, dans le cadre que ce soit du contact tracing ou dans le cadre des enquêtes, que ce soit dans les entreprises, dans les hôpitaux ou pour les voyageurs. Et il s'avère qu'on découvre beaucoup de PCR positifs chez des personnes qui sont totalement asymptomatiques. Ce qui est bien, et c'est un signe en fait de diminution de la virulence du virus. Donc, en fait, la population, elle commence à s'habituer au virus et à ne plus développer des signes de gravité. Et même lorsqu'on a des tableaux, généralement, c'est des tableaux qui sont beaucoup moins graves qu'au cours de la première vague. On a beaucoup moins d'hospitalisations actuellement, malgré que le nombre de cas est beaucoup plus important. On a beaucoup moins de cas qui sont en réanimation. Et donc, pourtant, le nombre de cas augmente, continue à augmenter. Et je trouve que ça, c'est un bon signe.
Donc, et j'espère que ça se passera pareil pour l'Afrique, même s'il y aura, pour le reste de l'Afrique, même s'il y a une deuxième vague, elle va être en fait bien tolérée par la population et il y aura une sorte d'adaptation au virus, du corps au virus, qui va faire qu'on ne va pas développer des signes cliniques de gravité. Voilà, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, actuellement, et avec la reprise de l'activité, parce que le Covid, c'est une variante qui s'est imposée et qu'on est obligé de subir actuellement et qui a malheureusement entraîné beaucoup de dégâts et sur le plan santé et sur le plan économique surtout. Donc, on est obligé de s'adapter au contexte et de reprendre le travail, mais avec des mesures vraiment de prévention et de protection qui soient respectées par tous et qui soit vraiment soutenu par les gouvernements et par les États et par les ministères de santé qui doivent être là, omniprésentes pour assurer ce qu'il faut pour la santé des citoyens. Donc, je pense que déjà, il y a deux types de secteurs qui sont différents. Moi, j'ai un pied dans le secteur de la santé et un pied dans les entreprises. Donc, je peux un peu donner une idée sur les deux. Donc, dans les hôpitaux et dans le secteur public de façon générale, et le secteur de la santé en particulier, il faut réorganiser le travail de telle sorte qu'il n'y ait plus d'encombrement dans les hôpitaux. Et ça fait un appel au gouvernement pour une remise en fait, en question de tous les systèmes de santé de nos pays, en fait. Il faut vraiment, vraiment renforcer la santé publique dans tous ces pays. Il faut mettre tous les moyens nécessaires pour renforcer les systèmes de santé, donner les moyens aux hôpitaux pour pouvoir avoir des conditions de travail dignes du personnel et qui puissent préserver la santé du personnel. Ce n'est pas très compliqué. On a besoin des équipements de protection pour le personnel, on a besoin d'organiser les consultations, d'augmenter un peu les effectifs et de renforcer les équipes médicales pour avoir plus d'aisance et assurer en même temps les besoins de la population et en même temps ne pas encombrer les consultations et ne pas prendre de risques sur la santé du personnel médical. Ça, d'un côté, dans les hôpitaux, bien sûr, les équipements de protection, les tris à l'entrée des hôpitaux, tout ça, ça a été dit à plusieurs reprises en Tunisie, on l'a discuté dans tous les hôpitaux. Ça a été mis en place par certains de façon très rigoureuse, dans d'autres un peu moins, faute de moyens, et on continue à travailler là-dessus. Voilà. Dans le secteur privé, ce qui s'impose, c'est que les entreprises déjà doivent adhérer en fait à la politique en fait de santé, à une politique de santé. Il faut qu'il y ait une politique de santé dans les entreprises. Et donc, on incite, moi personnellement, en tant que médecin de travail, j'incite toutes les entreprises à avoir un service médical de travail. Ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, malheureusement. Il y a encore des entreprises qui n'ont pas de service médical au travail. Donc, une fois qu'on a un service médical au travail, il faut laisser à ce service une certaine... il faut lui laisser la main, en fait, pour pouvoir agir de la meilleure façon. En collaboration, bien sûr, toujours avec les ressources humaines et tout, mais il faut que ces médecins de travail puissent décider et puissent prendre les mesures nécessaires. Et les chefs d'entreprise sont là pour pouvoir accompagner les médecins de travail qui peuvent proposer des plans de continuité d'entreprise. Actuellement, toutes les entreprises en Tunisie qui ont repris leur activité de façon normale ont des plans de continuité d'activité dans lesquels ils mentionnent très bien toutes les mesures de prévention, s'il y a des réorganisations, des aménagements des horaires de travail, des évictions de groupements, par exemple pour tout ce qui est groupement dans les réfectoires, dans les vestiaires, et tout ça, ça doit être réorganisé. C'est généralement proposé par le service de médecine de travail, mais le chef d'entreprise, le service ressources humaines doit toujours suivre ces propositions-là pour permettre une reprise et de préserver l'activité de l'entreprise et la santé en fait de ses employés. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça, parce que c'est une pathologie auquel il faut s'adapter, il faut vivre avec et il faut continuer à travailler avec, mais dans les meilleures conditions de santé et de prévention. Voilà. Docteur Bentoumia, nous sommes à la fin de cette conférence consacrée à maladies chroniques, accompagner le travail des personnes fragiles.
Quel est ton mot de fin? Je vous remercie énormément tout d'abord pour ce partage d'expérience et pour cette webconférence qui m'est venue rapidement et je suis agréablement surprise de l'aboutissement. Voilà. Et donc, le volet sur lequel j'insiste concernant, et c'est pour tous les pays de l'Afrique, je parle de la Tunisie, mais ça concerne tous les pays de l'Afrique, les pays en voie de développement en particulier, c'est d'insister, j'insiste énormément sur la promotion du système de la santé. Il faut vraiment mettre tous les moyens nécessaires pour renforcer la santé. Nous, en Tunisie, on avait un système de santé qui était beaucoup plus performant que l'état actuel des choses. Et ça, c'est faute de moyens, faute c'est des politiques, et c'est dommage, c'est très dommage parce que là où il faut investir, c'est la santé et l'éducation. C'est les volets les plus importants dans tout pays, c'est les socles de tout pays. Et je pense que si on arrive à avoir des systèmes de santé publics qui sont performants, qui comportent des médecins qui sont compétents, des équipes médicales qui sont performantes, avec les moyens, bien sûr, qui suivent tout ça, et pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, on pourra faire face à tout type de pathologie et tout type de virus. Après tout, on peut avoir un autre virus d'ici une année, 2 années, tout. On ne peut pas savoir actuellement. On ne le souhaite pas, hein, on ne le souhaite pas. Oui, mais, on doit s'attendre à tout, mais actuellement, le coronavirus est en train, heureusement, de s'affaiblir. En tout cas, en Tunisie, de point de vue virulence, on voit qu'il est de moins en moins virulent, même s'il est toujours contagieux. Mais ce qui compte le plus, c'est d'avoir un système de santé qui est performant et qui est prêt à affronter n'importe quelle épidémie ou pathologie qui survient. Voilà. Docteur Anigra, ton mot de fin? Ok, merci. Mon mot de fin, je dirais que grâce à la COVID, on devrait pouvoir intégrer dans nos habitudes d'aujourd'hui des outils de suivi et d'évaluation. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on va aller vers du télétravail pour certaines entreprises et donc on va essayer de réduire au maximum le nombre de personnes sur le travail, comme l'a dit tout à l'heure Bentounia. On va réduire, donc les gens resteront beaucoup plus à distance. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Notre santé aujourd'hui a été prise en compte depuis des années avec beaucoup de difficultés en Afrique surtout. On a ignoré, on a mis un peu de côté la notion de prévention. Non seulement la notion de prévention, mais aussi, on a surchargé nos hôpitaux. Une des grosses problématiques qu'on a en Afrique, c'est la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, grâce aux outils informatiques, on peut réorganiser les prises de rendez-vous en entreprise avec la télémédecine, et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir organiser avec le web, Zoom, tout ça, organiser la télémédecine, mettre en place des outils de telle sorte que les travailleurs puissent prendre en charge eux-mêmes aussi leur santé. C'est-à-dire départenariser la santé avec des outils. On a tout est digitalisé aujourd'hui. On ne va pas à la banque, on a nos outils, on a on fait toutes nos transactions sur nos portables. Mais pourquoi pas régler nos problèmes de santé à partir des portables? Donc aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de repenser cette politique de santé en Afrique. Donc la prévention, les outils, et l'éducation. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait vraiment bâtir des vraies nations, avoir un capital humain de qualité pour pouvoir développer nos nations. Merci. C'est vraiment ça notre produit. En tout cas, merci à vous. Moi, cette belle conclusion, 3 choses: l'éducation, la prévention et les outils informatiques pour pouvoir améliorer le bien-être des travailleurs et également des populations. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette conférence. C'était la journée consacrée à la santé psychologique au travail. Demain, la journée de demain sera consacrée au dialogue social. Donc, on aura également 4 conférences. Donc, merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à 7 heures. Merci à toi, Dr. Bentounia. Merci d'avoir répondu à notre appel et j'espère vous avoir très bientôt pour d'autres échanges. Merci à toi, Dr. Anigra.
et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.